Donc, je voulais vous remercier pour votre présence ce matin à notre deuxième webinaire de la série pour outiller les PME manufacturières à réduire leurs émissions de GES. Donc, je vais d'abord me présenter, Myriam Larouche. Je suis chargée de projet en changement climatique au Conseil régional d'environnement de la Montérégie. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, le CRE Montérégie, en fait, on est un organisme de concertation qui a été fondé en 1989. Notre rôle, en fait, c'est vraiment de jouer un rôle d'expert, d'influence et de conseil en environnement et en développement soutenable. Donc, le CRE va venir guider et rassembler les acteurs territoriaux dans leurs actions. On a plusieurs domaines d'action. En fait, on a l'équipe économie circulaire et gestion des matières résiduelles, l'équipe changement climatique et mobilité durable, ainsi que l'équipe milieu naturel et biodiversité. Donc, pour en savoir un peu plus là, sur tout ce qu'on fait, puis pour être au courant des événements qu'on organise comme celui-ci, je vous invite vraiment à nous suivre sur nos réseaux sociaux, puis à vous inscrire à notre infolette. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui, c'est notre deuxième webinaire de la série. Donc, on a eu un premier webinaire il y a 2 semaines qui voulait vraiment traiter de la mesure des GES, donc faire un bilan carbone dans les entreprises. Puis, ce webinaire-là va être disponible pour rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et maintenant, on en est à notre deuxième. Donc, les deux prochains webinaires, dont celui d'aujourd'hui, vont vraiment venir présenter des stratégies pour réduire les GES une fois qu'on a fait son bilan carbone. Donc, plus spécifiquement, aujourd'hui, on va se pencher sur comment on peut réduire l'impact du transport dans les PME manufacturières en parlant de mutualisation du transport et d'électrification de la flotte. Ensuite de ça, on va avoir un troisième webinaire qui va avoir lieu le 19 septembre, qui lui va se pencher sur la productivité énergétique dans une perspective d'amélioration du bilan carbone. Puis finalement, notre série d'événements va se terminer par un atelier pratique le 10 octobre qui lui, va être durant un après-midi où vous aurez l'opportunité d'échanger sur des bonnes pratiques et des cas de succès avec des experts et des entreprises qui ont déjà entrepris des démarches de réduction des GES. Donc, pour vous inscrire à ces événements-là, on va avoir le lien dans le chat. Donc, si vous voulez vous inscrire à nos prochains webinaires et à l'atelier en présentiel, si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez vous y inscrire. Donc, en fait, cet événement-là est organisé dans le cadre du projet PME en transition, qui est un projet qu'on fait en partenariat avec QuébecNet Positif. En fait, le CRE Montérégie va collaborer dans ce projet-là dans le volet de la mobilisation régionale et sectorielle pour la Montérégie. Donc, pour vous présenter ce projet-là, euh, je vais passer la parole à Catherine Hauschild, qui est directrice générale adjointe chez QuébecNet Positif. Donc, Catherine, tu peux y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon écran, hein? Oui? Oui, Oui, juste Bon. en plein écran. Hmm. Et voilà. Donc, merci beaucoup Myriam pour les présentations. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous pour ce deuxième webinaire. En fait, on est, comme Myriam disait, on est réunis dans le cadre de PME en transition. PME en transition, ça fait à peu près, ça fait un an et demi qu'on mène cette initiative de recherche à action chez Québec Net Positif. Puis, en fait, on fait toutes sortes d'activités, dont une communauté de pratique qui est actuellement en marche, en marche depuis mars dernier. Et puis, notre objectif, là, ça vise vraiment à mieux comprendre comment aider les PME manufacturières du Québec à s'engager avec succès dans la transition. Donc, en fait, je profite de l'occasion pour vous remercier, Creux-Montérégie, là, pour votre engagement dans cette initiative. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Québec Net Positif, donc on est un laboratoire d'idées indépendant, hein, et notre raison d'être, c'est vraiment d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et nette positive. Donc, PME en transition et le webinaire d'aujourd'hui là, est rendu possible grâce à l'appui financier de nos partenaires, donc Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que la Banque Laurentienne. Et PME en transition est réalisé en appui aux travaux du groupe consultatif pour la carboneutralité. Donc, je tiens à remercier également tous les collaborateurs. On est nombreux à travailler là, sur PME en transition, donc des collaborateurs experts sectoriels, régionaux, en Estrie, Montérégie, Montréal. Donc, on est sur ces trois territoires-là, surtout focus sur la PME manufacturière.
Donc, merci à tous. Et puis, juste rapidement, j'en profite pour emmener, en fait, on a publié en mai dernier le baromètre de la transition des entreprises, plus spécifiquement pour le secteur manufacturier. Donc, je trouvais ça intéressant d'apporter juste deux petits chiffres et puis vous pourrez aller consulter le rapport. Donc, le baromètre nous apprenait cette année que 34 des entreprises ont mis en place des actions climatiques liées à la gestion du transport spécifiquement, donc le thème qui nous occupe aujourd'hui. Puis, dans donc, les deux initiatives qui sont le plus couramment adoptées, on trouve la promotion du télétravail et l'optimisation des équipements et de l'entretien des véhicules. Donc, on peut constater en fait qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. J'ai bien hâte d'entendre les présentations là, sur la mutualisation, sur les solutions d'électrification. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande c'est quoi vos ambitions pour les prochaines années, 60% des entreprises qui ont déjà fait des actions climatiques nous disent qu'ils envisagent d'électrifier leur parc automobile. Donc, Charles va nous en parler tout à l'heure de l'électrification, des solutions d'électrification. Donc, ceux qui voudraient consulter le baromètre, là, je vais vous partager le lien. Donc, merci beaucoup et bon webinaire, hein. Donc, pour commencer avec nos conférenciers, on va d'abord parler de la mutualisation du transport. Donc, on va accueillir avec nous tout d'abord Julie Paquette, qui est professeure agrégée au HEC et dont les principaux intérêts de recherche portent sur les services de transport et la conception de services. Dr Paquette est d'ailleurs affilié au Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport. Puis ensuite, on va passer la parole à Othman Dahi, qui est directeur scientifique de l'Institut d'innovation en logistique du Québec, Innovlog, où il va accompagner des organisations dans l'adoption de solutions innovantes, notamment au niveau du transport, et il va également les soutenir dans le développement d'une feuille de route efficace pour les améliorations tout en renforçant leur capacité interne. Donc, je vais passer la parole à Julie pour nous parler de mutualisation. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Myriam. On va débuter par un ordre du jour de notre présentation. Donc, je vais partager la parole avec Otman. Puis d'ailleurs, Otman va vous parler de c'est quoi Innovlog avant qu'on débute notre présentation sur la mutualisation. Bonjour à tous. J'aimerais prendre un petit moment pour vous parler d'Innovlog. Alors, Innovlog, on est l'Institut d'innovation en logistique du Québec. On est un centre collégial de transfert technologique reconnu par le gouvernement du Québec et donc par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Puis, on agit spécifiquement dans le domaine de la logistique. On fait aussi partie du réseau Synchronix, donc qui regroupe les 59 CCTP à travers le Québec. Et aussi, j'aimerais rajouter qu'on est affilié au Cégep André Laurendeau à La Salle. Ça va être ça. Merci, Atman. Donc, on va débuter par une définition de la mutualisation, puis ensuite, on va regarder différents types de mutualisation. On va poursuivre avec des facteurs facilitants, des facteurs limitatifs, puis ensuite, Atman va vous présenter un exemple concret. Tout ce que moi, je vais vous dire, en fait, c'est basé sur un mémoire de maîtrise d'une étudiante, Amina Azrour, qui a fait un travail là, sur la mutualisation et qui a regardé vraiment dans la littérature qu'est-ce qu'il y avait, mais elle a été aussi sur le terrain pour faire des entrevues avec des organisations qui avaient fait des projets de mutualisation. Donc, pour la définition, en fait, c'est juste pour qu'on s'entende tous, pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, la mutualisation, c'est vraiment le partage des ressources. Donc, ça peut être des ressources matérielles comme un camion, ça peut être aussi des ressources humaines comme un chauffeur, et ça peut être aussi des ressources financières pour l'achat de ces ressources-là ou pour avoir les équipements nécessaires. Et le but, c'est vraiment de faciliter la réalisation des opérations pour que tout le monde y gagne, là. Donc, c'est vraiment une situation où est-ce que pour ici, par exemple, pour le transport, on va, comme dans l'exemple, partager un camion. Donc, ce camion-là va aller chercher des marchandises chez trois entreprises et ensuite va aller les livrer chez trois de leurs clients, par exemple. Donc, ce camion-là
camion-là pourrait appartenir à une des entreprises ou ça pourrait être un achat qui se fait ensemble. Donc, il y a plusieurs façons de créer une mutualisation, mais ça peut être aussi une entreprise qui a un camion qui ne l'utilise pas à 100% du temps. Et donc là, on va faire plus un partage sur l'horaire. Donc, à ce moment-là, par exemple, l'organisation qui détient le camion pourrait utiliser le camion le lundi, mercredi et vendredi pour faire ses livraisons, tandis que le camion pourrait être prêté euh, à une autre organisation pour les 2 autres journées de la semaine. Donc, il y a plusieurs façons de créer ces mutualisations-là. Et donc, ça nous amène aux différents types de mutualisation. On a une mutualisation qui est plus de type horizontal, donc avec des entreprises qui sont similaires à vous là, dans la chaîne logistique. Donc, par exemple, si vous êtes manufacturier, ben, avec une autre entreprise manufacturière qui aurait, par exemple, des fournisseurs dans la même région ou qui aurait des clients dans la même région chez qui vous voulez aller chercher des matières premières, par exemple, pour les fournisseurs ou chez qui vous voulez aller faire des livraisons pour les clients. Donc, ça, c'est une façon qui est assez fréquente là, pour créer une mutualisation, c'est qu'on ait un regroupement d'entreprises similaires et on a des clients ou des fournisseurs dans des régions similaires. Donc, ça fait du sens de vouloir mutualiser le transport. Sinon, il y a aussi la mutualisation verticale qui, de notre connaissance, est un peu moins fréquente, mais qui ferait en sorte qu'on va partager la ressource avec nos fournisseurs ou avec nos clients. Donc, par exemple, une entreprise manufacturière pourrait dire, ben, j'utilise mon camion seulement 2 jours par semaine et donc les 3 autres journées de la semaine, je pourrais y avoir une entente avec mon fournisseur qui est dans la même région que moi, qui pourrait utiliser ce camion-là pour aller faire ses livraisons ou aller chercher des matières. Donc, les deux types de mutualisation peuvent exister, mais selon ce qu'on a vu, nous, au Québec, c'était plus fréquent d'avoir des mutualisations qui étaient de type horizontal. Par la suite, je voulais vous parler brièvement des facteurs facilitants. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une mutualisation va être pérenne et va avoir un succès? C'est que les entreprises, souvent, vont avoir une vision commune. Donc, la mutualisation, ça implique beaucoup, beaucoup de gestion au quotidien. Il faut s'assurer que, on le fait avec des entreprises qui nous ressemblent, avec des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous, pour faciliter ensuite les échanges et la coopération. Donc, la coopération et la communication, c'est vraiment important aussi. Il faut qu'il y ait un canal de communication qui est établi entre les collaborateurs pour s'assurer que, en cas de pépin, ben, on sache qui contacter dans l'autre entreprise. Si, par exemple, il y a un bris du véhicule ou s'il y a des retards dans les livraisons, ben, il faut savoir, faut vraiment communiquer. Et il faut savoir à qui on doit s'adresser. Donc, cette coopération-là va vraiment se créer au fur et à mesure qu'on démarre la mutualisation. Et c'est important que dès le début, ce soit clair quels sont les canaux de communication. Est-ce que c'est à tous les jours on se contacte? Est-ce que c'est seulement une fois par semaine, on fait une planification et on a des échanges plus ponctuels aux besoins par la suite? Un autre élément qui semblait vraiment important, qui semble peut-être évident, mais c'est la proximité géographique. C'est vraiment important que les collaborateurs d'une mutualisation soient vraiment très, très proches les uns des autres parce que si on n'est pas très proche, ça veut dire que le camion va faire des détours à vide et on veut le plus possible éviter ça pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des entreprises qui sont vraiment au-delà de la même région, là, vraiment peut-être même dans la même ville et peut-être même dans le même secteur industriel, par exemple. Donc, c'est un aspect qui semblait évident au départ, mais il y a quand même des mutualisations qui ont été créées. Puis c'est qu'au fil du temps, ça devient peut-être parfois lourd là, de gérer cette distance-là qui paraît au départ anodine, mais qui finit par faire en sorte que la mutualisation ne se poursuit pas dans le temps. Dernier facteur facilitant, c'est les technologies de l'information. Donc, c'est sûr que si on utilise un logiciel pour planifier les routes de livraison ou pour avertir nos clients, ben, c'est bien que ces technologies-là soient les mêmes pour les 2 ou 3 ou 5 entreprises qui collaborent. Donc, si on développe des technologies, c'est important que tout le monde soit d'accord sur cette technologie-là. Ou bien, s'il y a une entreprise qui a déjà une technologie, il faut s'assurer que les collaborateurs sont prêts à utiliser cette technologie-là également. Donc, ça aussi, on a vu que parfois, ça pouvait faire en sorte que ça facilite vraiment au quotidien la gestion de cette mutualisation-là et ça réduit en fait les besoins de communication dont on parlait précédemment.
Pour les facteurs limitatifs, donc, ce qu'on a vu qui a créé des problématiques dans certaines mutualisations et qui a mis fin à certaines mutualisations, d'abord, la répartition des coûts. Donc, c'est important que cette répartition des coûts-là soit bien définie dès le départ dans l'entente de mutualisation. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste des coûts variables comme le coût du carburant et le salaire du chauffeur, mais il y a aussi des coûts fixes qu'il faut répartir dans le temps et il faut s'entendre sur une façon de le faire. Une autre chose aussi qui est ressortie dans l'étude d'Amina, c'est que, il y a beaucoup d'entreprises qui, dans la gestion quotidienne, finissent par manquer de temps et vont vers d'autres solutions plutôt que la mutualisation pour des urgences ou des situations qui étaient moins planifiées. Donc, de ce côté-là aussi, dans certains cas, ça fait en sorte que ben, on utilise moins la mutualisation au fil du temps et finalement, la collaboration prend fin. Un autre aspect qui est difficile parfois à gérer au quotidien, c'est les incertitudes. Par exemple, si on partage un camion pour des livraisons, s'il y a un des clients d'une autre organisation qui est en retard, qui cause un retard pour tout le reste de la route, ben, ça peut amener des défis au niveau de la gestion du service pour les clients des autres collaborateurs. Donc, ça, c'est des situations toujours délicates. C'est sûr que ça arrive assez fréquemment, mais il faut vraiment bien s'entendre sur qu'est-ce qu'on fait dans de telles situations et est-ce qu'on a les outils à la disposition là, pour avertir les clients pour que l'entreprise sache qu'il y a un retard et puisse avertir elle-même ses clients, par exemple. Donc, ça, c'est des cas où, par exemple, on pourrait aussi avoir une entreprise qui utilise le camion le matin, une autre entreprise qui utilise le camion en après-midi. S'il y a un bris mécanique, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ces situations-là? Donc, ça aussi, dans la gestion des pépins quotidiens, je veux dire, il peut y avoir des problématiques et ça fait en sorte que finalement, les collaborateurs décident de mettre fin à la mutualisation. Finalement, vision discordante au fil du temps, on l'a vu dans certaines situations où est-ce qu'au début, on était d'accord, on avait une vision commune entre les collaborateurs, mais au fil du temps, avec tous les pépins quotidiens dont je viens de parler, ben, ça peut faire en sorte que ça devient difficile et on n'a pas les mêmes solutions qu'on mettrait de l'avant, tout ça. Donc, des fois, ça peut aussi faire en sorte qu'on met fin à la mutualisation. Dans le cas d'Amina, on avait fait des entrevues avec plusieurs organisations et la majorité étaient des mutualisations qui étaient pérennes dans le temps. Donc, ça faisait plusieurs années qu'ils fonctionnaient. Et ça semble vraiment quelque chose qui, dès le début, là, si on voit qu'on a une vision commune, qu'on est proche de façon géographique, ben, ça facilite beaucoup cette mise en place-là. Et malgré les problèmes au quotidien, ben ça, si on résout ces problèmes-là puis qu'on a une vision commune, généralement, la mutualisation, c'est vraiment une stratégie vraiment intéressante là, pour plusieurs entreprises. Donc, je laisse maintenant la parole à Hotman qui va vous présenter un exemple. Merci, Julie. Ben, ce que je vais faire, je vais vous présenter un cas concret, c'est de réalisation d'un projet de mutualisation. Donc, ce que vous voyez ici, supposons qu'on a dans un réseau 30 entreprises qui s'approvisionnent auprès d'un seul fournisseur. Puis, dans le cas présent, c'est que chaque entreprise, elle envoie son propre camion pour s'approvisionner auprès de ce fournisseur-là. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est de faire de la mutualisation de transport pour l'ensemble de ces entreprises. Ben, on aura plusieurs défis. C'est de savoir, sachant que ça serait quoi l'ordre sur lequel les visites vont être effectuées. Est-ce que je vais regrouper cette mutualisation en trois camions, en quatre, en un seul camion? Ensuite, ben, ça va être quoi l'horaire prévu pour chaque visite chez chacun de ces clients-là, sachant que c'est le camion peut-être va sortir chez le premier client, il va aller chez le fournisseur, puis par la suite, c'est quoi l'ordre de visite? Ben, c'est quel véhicule qu'on va utiliser, c'est quel chauffeur qu'on va allouer pour ce type de véhicule-là, et c'est quoi la fréquence des visites, sachant peut-être qu'une entreprise, elle s'approvisionne à chaque semaine auprès d'un fournisseur, mais maintenant qu'il va faire de la mutualisation, peut-être elle va s'approvisionner 2 fois par semaine chez le fournisseur pour avoir un volume qui est moins important. Et cette séquence-là, elle doit répondre à un objectif, parce que si on veut faire de la mutualisation, notre objectif, c'est de minimiser les coûts logistiques, réduire l'empreinte du CO2 et aussi accroître l'efficacité des opérations pour chacune de ces entreprises. Pour pouvoir faire ça, notre approche de mutualisation, elle va être axée d'abord sur une collecte de données. C'est sûr que si on veut faire de la mutualisation, on a besoin de comprendre quelles sont les commandes clients. C'est quel type de commande, c'est quoi son origine, sa destination, c'est quoi le produit et sa quantité, puis d'avoir des unités aussi qu'on arrive
avoir une mutualisation même au niveau des unités. Si on parle de palettes, ben, c'est que tout le monde dans le réseau arrive à rejoindre cette unité-là. C'est quoi la date et la plage horaire sur laquelle on veut placer cette commande-là? Ensuite, d'un point de vue fournisseur, c'est dans le cas que je vais vous présenter, il y a un seul fournisseur, mais ça se peut que dans notre réseau, on a deux ou trois fournisseurs, puis chaque entreprise s'approvisionne d'un fournisseur donné. Donc là, on aura besoin des heures d'ouverture, des capacités de ces fournisseurs-là, leur taux de production donc, ou de consommation pour voir est-ce que mon fournisseur me rend accessible son taux de production ou est-ce que j'ai une entente ferme, puis à chaque fois que j'arrive, je sais que la commande elle est déjà prête auprès de ce fournisseur. Ensuite, on aurait besoin des équipements et des ressources. Ben, c'est quoi les emplacements où j'ai mes camions? C'est quoi les caractéristiques de ces camions? Des remorques aussi, les conducteurs, leur disponibilité, etc. Et les horaires des conducteurs aussi, parce que c'est lorsque je fais ma planification, j'aimerais bien placer un chauffeur avec un camion donné. Et finalement, on va considérer aussi les contraintes du réseau. Donc, comment le calcul de ce coût de transport se fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des permis et des réglementations routières, supposant que dans notre réseau, on est par exemple entre le Québec et l'Ontario? Ensuite, une fois qu'on a ces données-là, on utilise c'est comme un logiciel qui va nous permettre de modéliser ce réseau logistique. Ce logiciel s'appelle AnyLogistics. Puis son objectif, on va bien spécifier quels sont les objectifs à mettre. Donc, nous, dans le cas de la mutualisation, on va pouvoir minimiser les coûts de transport, mais aussi réduire les émissions les émissions GES ou les émissions CO2 et finalement optimiser l'utilisation de la flotte mutualisée. C'est sûr que si dans notre réseau on a 5 camions, si on voit qu'il n'y a pas de nécessité à utiliser ces 5 camions-là, ben, on va aller chercher le nombre optimal de camions à utiliser. Et une fois qu'on va mettre ces objectifs-là, ben, finalement les décisions qu'on va prendre, c'est quoi la flotte mutualisée qu'on va utiliser? Peut-être sur un ensemble de 5 camions, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement 3 camions pour minimiser les coûts. Aussi, les décisions sur l'organisation par camion, remorque et conducteur. Et finalement, c'est quoi les commandes que je vais servir pendant une journée. Donc, une fois qu'on sort ces décisions-là en utilisant ce logiciel, à ce moment-là, on a besoin d'une interface d'optimisation qui va permettre à l'utilisateur de comprendre les résultats de cette planification. Donc, sur cette interface, on va voir les itinéraires qui sont optimisés, la tournée optimisée, mais aussi on va pouvoir sortir des indicateurs de performance. Puis là, ça va être des indicateurs économiques. Donc, on va aller chercher tout ce qui touche au coût de transport, des indicateurs environnementaux. Puis là, on va aller chercher les émissions GES. Puis aussi, on peut aller même chercher des indicateurs sociaux pour voir le risque d'accident. Avec... Oh, pardon. Donc, on peut voir c'est quoi la séquence de visite depuis le fournisseur vis-à-vis des clients. Donc, on voit qu'il a défini ça en trois zones. Donc, première zone où on voit vraiment comme, c'est on est plus du côté Boisbriand-Laval, un autre on est plus entre Blainville, Mirabel, et un autre plus dans le nord de Blainville. Puis par la suite, ce qu'on a décidé de faire, c'est, supposons, au lieu de mettre 5 camions, on a décidé de mettre juste un camion avec une plus grande capacité. Donc, on peut voir aussi que même en mettant ce camion-là, on a la capacité de faire de la mutualisation sur les 30 entreprises. Mais là aussi, c'est juste d'un point de vue contrainte. Est-ce que réellement on a ce camion-là à disposition ou est-ce qu'on a plutôt des petits camions avec une plus grande quantité? Donc, une fois qu'on a ces résultats de mutualisation, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de voir la visualisation des résultats. Donc, ce qu'on voit ici, on voit c'est quel chauffeur, par exemple, c'est quoi le numéro du camion, puis par la suite, je peux voir c'est quoi la planification qu'il va faire. Donc, d'un point de vue résultat pour les utilisateurs, ils ont une planification assez simple. Donc, je sais c'est qui le chauffeur, à quel moment il va faire le chargement, le transport, puis par la suite, il va décharger au premier client, puis par la suite, il y aura une phase de transport. Et en plus de cette planification-là, on a un résultat global. Ben, c'est quoi la distance totale parcourue par cette mutualisation-là? C'est quoi la durée de sa tournée? Mais aussi, c'est quoi le coût de transport qui est généré suite donc, à cette mutualisation-là? Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'une fois qu'on a tous ces résultats-là, c'est qu'on va pouvoir
garder une mutualisation sur un horizon de temps, par exemple sur 3 mois ou sur 6 mois. Et suite à ça, on va pouvoir analyser l'impact de réduction de GES sur cet horizon-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore ce feedback-là pour pouvoir vous montrer des exemples concrets de réduction de GES. Mais à présent, on est plus aux alentours d'une diminution de 6% de GES suite à cette mutualisation de transport. Merci à vous. Puis, si vous avez des questions, on va pouvoir vous répondre à la fin. Merci beaucoup à Otman et Julie pour la présentation sur la mutualisation. C'était super intéressant. Euh, Maintenant, je vais passer la parole à Charles pour la prochaine partie de notre webinaire qui va traiter un peu plus d'électrification du transport. En fait, Charles Trudel il est responsable du groupe Applications technologiques à l'Institut du véhicule innovant, où il va superviser des projets de mise en œuvre de véhicules électriques et les déploiements technologiques dans diverses applications. Donc, chez IVI, pardon, Charles a développé une expertise dans l'électrification des flottes de véhicules. Donc, je te laisse la parole, Charles, pour cette portion-là. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit signe pouce en haut, pouce en bas, si on voit bien mon écran? Je vais mettre ça en plein écran ici. On voit bien. Yes. Génial. Bon, ben, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Myriam, merci à tout le monde. Merci au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Merci à Québec Net Positif pour l'invitation. Merci, un nouveau venu dans les remerciements. Merci à Équiterre. C'est grâce à la contribution d'Équiterre, en fait, via la campagne Gros Lot électrique, que ma participation en tant qu'invité à cet événement est rendue possible. La campagne Gros Lot électrique, c'est une campagne de sensibilisation du grand public, des organisations aussi, par rapport aux véhicules électriques. Donc, l'Institut du véhicule innovant, on joue le rôle de ressources externes, ressources pour le contenu, ressources d'experts au niveau du véhicule électrique, auprès d'équiteurs et donc auprès de ses partenaires et des gens qui sont desservis par la campagne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'améliorer son bilan carbone via l'électrification d'un parc de véhicules. C'est une présentation de 20 minutes, donc vous allez voir, c'est relativement condensé. Il y a beaucoup de sujets qui ne seront pas abordés. On a choisi, Myriam et moi, de vous présenter quelques petits sujets à la pièce. On espère que vous allez trouver quelque chose pour vous dans le contenu que je vais vous présenter. Donc, qui sera donc le contexte et avantages du véhicule électrique. Je vais vous donner des ordres de grandeur concrets, des réductions de GES que vous pouvez attendre en électrifiant des véhicules dans votre flotte. On va explorer rapidement les concepts de rentabilité entourant les véhicules électriques, un topo des subventions, surtout qu'est-ce qui est subventionné et comment prioriser des véhicules électriques, comment prioriser des remplacements de véhicules, donc quel véhicule électrifier dans votre parc. Pour finir, avec mon top 3 conseils pour une électrification réussie. Avant qu'on commence, et là, attention, la magie de l'informatique, j'aimerais qu'on fasse un petit sondage. Myriam va orchestrer 2 questions pour vous. Ça va être bien simple. Est-ce que dans votre organisation, l'organisation que vous représentez, celle dans laquelle vous travaillez, euh, il y a un parc de véhicules qui est géré? Autrement dit, est-ce qu'il y a des véhicules dans votre organisation? Si oui, quels sont ces types de véhicules? J'aimerais savoir. Il y a un choix de réponse, là. Donc, ça va me permettre d'enligner un petit peu le contenu en direct suite à vos réponses. Tout le monde Pendant ce peut temps, y voir le sondage. Charles, je vais juste t'interrompre une petite minute. On te voit encore en double, tu sais, dans ton mode présentation. Mais ah, sinon, on peut te voir en double, pas de problème, pendant que les gens répondent au sondage. ça sera pas long. Je vais enlever ça. Comme ça, comme ça. C'est réglé? Oui, tout est Parfait. beau. OK. Donc, pendant qu'on reçoit les réponses du sondage, je vais vous parler de l'Institut du véhicule innovant. Si vous ne connaissez pas l'Institut du véhicule innovant, IVI, on est un centre d'innovation et de recherche appliquée. Nous aussi, un CCTT comme Innovlog. Je connais d'ailleurs Rotman, qui a présenté juste avant moi. Bonjour Rotman, content de te voir. Donc, on a un statut d'organisme non lucratif. On se concentre sur l'innovation dans le transport, donc plus précisément les véhicules électriques surtout. On a aussi une équipe au niveau véhicules autonomes, véhicules connectés, intelligence véhiculaire. On a des ingénieurs électriques, mécaniques, logiciels. On a des analystes pour tout ce qui est application, projet pilote, mise en service de véhicules électriques dans des parcs de véhicules. Donc, on accompagne les entreprises, organisations en réalisant des développements de produits, développement de véhicules, d'accessoires, de bornes, de logiciels, tout ce qui est afférent au transport électrique. Et via nos projets, on permet aussi d'intégrer ces nouvelles technologies-là. Donc, dans notre mission, il y a entre autres de s'assurer que l'écosystème du transport adopte bien les nouvelles technologies. Donc,
c'est via cette mission-là qu'on prend des projets pilotes d'électrification. Ça fait plus que 25 ans que Lévis existe. On est 43 employés. Vous connaissez probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos clients, là. À peu près tout le monde qui est impliqué dans l'électrification des transports est client chez nous. Et moi, je m'occupe personnellement du groupe Applications technologiques. C'est un groupe qui réalise des projets pilotes pour déployer des véhicules électriques dans des nouveaux secteurs d'activité, pour comprendre leur viabilité, pour trouver des conditions gagnantes, analyser le bénéfice environnemental, la rentabilité, prendre le pouls des utilisateurs, faire de la sensibilisation aussi. Donc, je vais vous présenter quelques petits exemples de projets. Pourquoi je vous les présente? C'est parce que c'est là qu'on a acquis notre expérience qui nous amène à pouvoir présenter ce contenu-là aujourd'hui. On a électrifié un parc de taxis, de 28 taxis à Laval. On a récolté les données 24/7 de tous ces véhicules-là pendant 4 ans pour le compte du MTMD pour un projet pilote. On a fait quelque chose de similaire avec les écoles de conduite. Maintenant, il y a une école de conduite sur 5 au Québec, et plus même, qui a des véhicules électriques grâce à ce projet-là. Peut-être que vous les voyez dans votre coin, là, ils sont répartis partout à travers le Québec. Ils sont identifiés heureux. On a réalisé aussi un projet pilote pour la première voiture de patrouille de police 100% électrique. Donc, c'était bien intéressant pendant 9 mois de comparer euh, le, le Ford Mach-E avec les Dodge Charger pour comprendre la viabilité des véhicules électriques dans cette application-là. On a prêté des véhicules électriques légers dans différentes entreprises aussi dans le passé. On a prêté des camions lourds à différentes entreprises du transport de marchandises récemment. C'est un projet qui est encore en cours, qui s'appelle Flotte rechargeable camion lourd. Si vous êtes dans le transport de marchandises par camion lourd classe 6 à 8, allez jeter un coup d'œil au site web flotterechargeable.ca. Vous allez trouver du contenu assez technique. Il y a des rapports techniques, il y a des résumés aussi, il y a des capsules web où on parle vraiment de plusieurs sujets reliés aux camions lourds électriques pour informer vraiment l'industrie du transport de marchandises face à la venue de ces camions-là. OK, on a les réponses du sondage. Donc, pendant ma petite infopub, les réponses ont été collectées. Il y a beaucoup de gens qui opèrent des véhicules légers, automobiles, les VUS, excluant les camionnettes pick-up. 92% des répondants, donc pour des véhicules légers, 42% des gens, camionnettes pick-up, assez populaire. Fourgon de livraison, 4 répondants sur 12. Camion lourd, 3 répondants. Intéressant. Allez voir ça, flotterechargeable.ca. Machinerie lourde, c'est bien, ça doit être probablement des villes. Véhicules outils, véhicules à basse vitesse, véhicules hors route, un peu moins, mais il y en a encore. Donc, il y a un peu de tout. Vraiment intéressant. Parfait. Bon, donc, les prochaines diapos sont pour vous. Euh, Premièrement, on met tout le monde à niveau avant de rentrer dans l'offre actuelle, là, juste qu'on parle le même langage. Ici, véhicule 100% électrique, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. C'est loin d'être seulement des Tesla et des Leaf, là, comme il y a quelques années, là. Il y en a 30 des modèles subventionnés au Québec. Il y en a près du triple si on compte les modèles qui ne sont pas subventionnés. Euh, les autonomies typiques sont de 350 à 600 km de nos jours, là, aujourd'hui en 2024. Et honnêtement, à peu près toutes les applications commerciales ou dans les organisations où est-ce qu'il y a des véhicules légers qui sont mis en service peuvent être électrifiés maintenant, là. À mes yeux, en tout cas, on a fait pas mal les plus sévères, là. On a prouvé que c'était viable dans la police, dans les taxis, dans les écoles de conduite. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications là, pour lesquelles ça fonctionne dès aujourd'hui. Il y en a 186 000 véhicules légers électriques au Québec présentement, sur un total de 5 millions de véhicules légers au Québec. Donc, c'est à peu près 5 là, présentement. Euh, je pense que c'est 5 excusez-moi, les deux catégories ensemble, 100% électrique et hybride rechargeable. Euh, donc, hybride rechargeable, pour en parler très rapidement, il y a une autonomie électrique qu'on peut rouler en mode zéro émission si le véhicule est rechargé. C'est la condition pour que le véhicule hybride rechargeable soit propre. Il faut le brancher sur une borne. Il faut que l'énergie qui fait rouler le véhicule soit ultimement issue d'une borne de recharge et non pas de la combustion du carburant. Petit rappel à tous, véhicules légers, évidemment, on entend souvent parler dans les médias, la vente des véhicules à essence va être interdite à partir de 2035 au Canada. Petit rappel encore, après on rentre plus dans le contenu peut-être plus intéressant pour les gens qui connaissent déjà les véhicules électriques, mais donc mise à niveau, pourquoi les véhicules électriques sont intéressants? Hop, zéro émission à l'utilisation, on va y revenir. Ils sont silencieux, ils sont économiques à opérer, entretien moins coûteux et moins fréquent. La cédule de maintenance que les manufacturiers publient même montre que quand on compare un véhicule électrique par rapport au véhicule conventionnel, il y a moins d'entretien. Donc, les entretiens sont plus espacés, sont moins fréquents. Et ça, ben, ça coûte très cher en termes de temps. Sortir un véhicule d'une flotte commerciale, l'envoyer au garage, des fois, ça va coûter plus cher que la réparation même. Confortable, absence de vibration, pas de transmission, pas d'à-coups, agréable à conduire. Une réponse agréable aussi, il y a beaucoup de couples. Pas d'arrêt à la pompe, le véhicule, c'est plein chaque matin. C'est plus efficace de recharger un véhicule que d'arrêter à la pompe là, une fois par semaine. Pensez-y, là, 30 minutes, là, le temps d'aller à la pompe, faire le plein, revenir pour une ville, disons, 30 minutes pour remplir une camionnette. Fois à 10 camionnettes,
C'est donc 0,5 heures fois 10 personnes, 5 heures par semaine. Faites ça fois toute l'année. Vous avez quand même un beau projet de 200 heures là, que vous venez de vous débloquer. Simplement à recharger le soir plutôt qu'aller à la pompe remplir un véhicule. Gratuité de certains ponts de stationnement vos réservés traversiers. Évidemment, ça montre une image verte. Pourquoi les véhicules électriques, on en parle autant? Pourquoi c'est subventionné? Ben, c'est parce que ça fonctionne. C'est une belle façon de couper dans les émissions de GES. Et les émissions du transport routier sont responsables d'une grande part là, des émissions. Le transport, c'est celui qui est responsable, c'est la catégorie d'émissions qui est responsable de la plus grande part des émissions. 43% des émissions du Québec viennent du transport. Et dans le transport, 80% des émissions du transport sont causées par le transport routier. L'offre actuelle. Présentement, les véhicules légers dans un parc de véhicules commerciaux peuvent servir à plusieurs choses. Ici, j'ai des applications peut-être un peu plus municipales, là, mais je suis certain que vous allez trouver votre compte quand même, là. Donc, police, incendie, eau potable, travaux publics, génie civil, urbanisme, signalisation, véhicules de fonction, livraison, vraiment à peu près tout, là, comme je disais, de nos jours peut être fait. Tout ce qui peut être fait en véhicule léger, à peu près tout peut être fait en véhicule léger électrique également. Pour trouver un catalogue, une bonne ressource là, pour avoir tous les modèles de véhicules électriques, leur prix, quelles subventions s'appliquent à quelles. Il y a ici donc la publication de Roulon électrique, qui est Choisir un véhicule rechargeable. C'est une publication qui est mise à jour à chaque année. Ils sortent en version papier, il y a une version PDF, il y a une version catalogue en ligne sur le site web aussi. Donc, je donne ça comme référence. Allez voir ça, c'est bien intéressant. Et il y a aussi une autre que je vous laisse, electricautonomy.ca, c'est pour voir les véhicules qui s'en viennent dans les prochaines années au Canada, donc 2024, 2025, 2026. Ça vous donne un bon, une bonne impression de ce qui s'en vient. Véhicules spécialisés, travaux publics, horticulture, moto, balayeur de rue, véhicules hors route, ambulance, machinerie lourde, véhicules basse vitesse, il y en a, il y en a, il y en a. Encore une ressource ici, allez voir ça, roulonelectrique.ca. Ils ont fait, mes amis chez Équiterre, un très, très beau travail de recensement. Ça prend un petit temps, là, le temps que la page arrive, mais il y a énormément de types de véhicules. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau en visitant ça. Il y a quelques spécifications, évidemment, c'est pas exhaustif, mais quand même, ça va ouvrir les horizons là, sur le genre de véhicule électrique qu'on peut retrouver aujourd'hui. Pour finir avec véhicules moyens et lourds, fourgons de livraison, le Ford e-Transit, le Ram ProMaster, le Mercedes e-Sprinter, tous ces véhicules-là arrivent ces années-ci. Il y a des camions porteurs, des camions tracteurs semi-remorques qui sont disponibles en électrique. Ça fonctionne pour des applications locales avec un retour la nuit dans un dépôt, pour des applications qui roulent typiquement moins que 200-250 km par jour. C'est des conditions qui sont gagnantes. Impact environnemental. Est-ce que les véhicules électriques sont un moyen de réduction efficace des GES? Oui, parce que bien qu'ils soient plus polluants à fabriquer, ils émettent pas ou peu d'émissions à l'utilisation. Donc, en fait, les véhicules électriques sont plus polluants à fabriquer, ils partent avec une longueur de retard, on pourrait dire, là, en comparaison avec un véhicule conventionnel. Par contre, à les utiliser, on émet très, très, très peu. Là, on émet 34 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure utilisé au Québec, alors qu'on émet 2,7 kilos. C'est donc un ordre de grandeur de plus là, de CO2 équivalent par litre brûlé. Et donc, les courbes de cumul d'impact environnemental se croisent à un certain point qu'on appelle le seuil d'équivalence. Et là, les différentes études pointent vers différents résultats parce qu'ils ne regardent pas toujours les mêmes paramètres. Si on veut une étude sur la santé humaine, ce n'est pas les mêmes résultats qu'une sur les GES. Ce n'est pas les mêmes que sur le réchauffement climatique, que sur l'appauvrissement des ressources minérales, des ressources en eau, etc., etc. Donc, c'est toujours un peu des chiffres différents. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Québec, le véhicule électrique devient toujours plus propre, toujours, que le véhicule conventionnel. Pour un véhicule léger, c'est entre 29 000 et 85 000 km. Une petite étude maison de l'Institut du véhicule innovant pour un camion qu'on a mis en service un mois dans le projet flotte rechargeable camion lourd chez Internord. La photo ici, d'ailleurs, c'est un camion électrique, Freightliner e-Cascadia. Eux pourraient sauver 485 tonnes de CO2 équivalent sur les 10 ans de mise en service du camion, basé sur les paramètres d'utilisation qu'on rencontre chez Internord et le fait qu'ils gardent leur camion 10 ans chez eux. Si vous voulez des estimations de GES sauvées basées sur un kilométrage du grand public, là, du particulier, la même ressource que tantôt, en fait, le catalogue Choisir un véhicule électrique qui répond à mes besoins de roulant électrique est disponible pour vous. Ils ont calculé pour vous des estimations de tonnes de GES par an épargnées. Ça ne tient pas compte de la fabrication ni de la mise au rencard, c'est vraiment juste l'utilisation. Ce n'est pas un cycle de vie, mais quand même, ça va vous donner un bon estimé. Pendant qu'on parle de l'environnement, j'aime bien mentionner ce point-là. Si vous ne le savez pas, il y a 3 vies pour une batterie de véhicule électrique.
Évidemment, la première vie, ben, c'est que ça sert de batterie de traction là, dans un véhicule, jusqu'à temps que ça soit déclassé, accidenté, plus utilisé, et que le véhicule soit envoyé au rencard. Et là, ce qui arrive présentement, même, c'est qu'il y a toute une chaîne logistique là, qui va faire l'approvisionnement de ces batteries-là pour les utiliser pour d'autres utilisations. Alimenter des hôpitaux, des chalets, faire des bricolages, faire d'autres types de véhicules, réutiliser des cellules, des modules pour faire d'autres sortes de machines. Et éventuellement, la batterie va se faire recycler. Donc, tout ça, ça se met en place ces années-ci. Mais je tenais quand même à dire ça parce que c'est pas vrai que la batterie est produite puis qu'elle s'en va à la poubelle après, là. On utilise quand même au maximum cette denrée qui est rare et très coûteuse. Sujet de la rentabilité. Ce qui est important de calculer quand on veut regarder la rentabilité d'un véhicule électrique dans un parc, c'est pareil, hein, comme les véhicules à essence ou les véhicules diesel, là, c'est le coût total de possession, le TCO en anglais, Total Cost of Ownership. Et donc, c'est en gros l'acquisition, moins la subvention, moins la revente à la fin, plus tout ce que ça a coûté durant la mise en service, divisé par le kilométrage total, on arrive à un prix, 1 dollar par kilomètre, qu'on appelle le TCO. Donc, là, c'est de comparer le TCO du véhicule électrique avec le TCO du véhicule conventionnel. C'est ça le gros exercice pour voir est-ce que c'est rentable. Je ne vous passerai pas tous les détails de ce petit calcul-là, mais j'en ai mis un en exemple. Voici quelques données qui rentrent dans le calcul du TCO. Ici, c'est pour un camion, donc classe 7 Peterbilt électrique avec une borne de recharge de 24 kW, donc une borne rapide, une petite borne rapide lente, pour ceux qui connaissent ce domaine. Et donc, on voit que la rentabilité est atteinte en roulant, donc, excusez, combien de kilomètres on a dit ici? Bon, il n'est pas écrit. 150 J'irai km par figurer. jour. Désolé, je ne le voyais pas. D'accord, merci. Oui, ben oui, en gros. Ben oui, en gros. Voilà. Donc, à 150 km par jour, 52 semaines par année, 5 jours semaine, on atteint la rentabilité en 2 ans. Donc, on voit que les courbes se croisent, le flux de trésorerie d'un camion diesel par rapport à celui du camion électrique. Au total, l'électrique coûte 297 000 sur sa durée de vie pour un coût de 74 sous par kilomètre, alors que celui du diesel coûte 1,26 par kilomètre. C'est le genre d'exercice qu'il faut faire. Euh, et dans le projet Faites rechargeable camion lourd, on voit que la rentabilité est atteinte dans la grande majorité des cas à la moitié ou aux 2 tiers de la durée de vie du camion. Donc, c'est rentable, c'est propre et c'est rentable, un camion lourd électrique, dans les cas où les paramètres, les conditions gagnantes sont rencontrées. Un petit point aussi, pendant qu'on parle de rentabilité, euh, il y a une citation que j'aime bien donner, là, qui est de Daniel Breton, qu'on entend souvent dans les médias. C'est un ex-politicien qui est président de Rollon électrique, Mobilité électrique Canada, désolé. Lui a dit je peux à peu près être certain du prix de l'électricité dans 5 ans, mais j'ai très peu d'idées sur le prix de l'essence dans 5 jours. C'est très, très vrai. On s'expose à énormément de volatilité là, au niveau des flux de trésorerie. Quand on gère un parc de véhicules, le poste de dépense du carburant, il peut aller vraiment d'un côté comme de l'autre. Même si on achète le carburant sur des ententes négociées d'avance, puis qu'on a une pompe dans notre stationnement, d'une année à l'autre, là, ça change énormément par rapport au prix de l'électricité qui est beaucoup plus stable. Au sujet des subventions, je ne rentre pas en détail dans les subventions. Aujourd'hui, je vais vous donner quand même une ressource pour aller les trouver. Je veux simplement vous mentionner ce qui est subventionné. Par défaut, vous pouvez penser qu'à peu près tout ce qui entoure le projet d'électrification est subventionné. C'est-à-dire, évidemment, les véhicules, il y a un palier provincial, un palier fédéral, les bornes de recharge, l'installation des bornes de recharge, les projets de réduction de GES. Nous, par exemple, on peut vous aider à faire ça. L'accompagnement, la mesure, l'implantation, le suivi des données. L'implantation, c'est l'implantation des véhicules et des bornes. Donc, l'ingénierie que ça comprend, là, ou le projet, et le suivi des données, la technologie de mesure d'impact environnemental, donc la télématique. Si vous n'avez pas de télématique en place, ça peut être subventionné. Une portion des heures, vos salaires peuvent être mises comme dépenses admissibles aussi sur des programmes de subvention quand ça touche un projet d'électrification ou de réduction des GES dans votre parc de véhicules. Donc, à peu près tout, comme je dis, est sujet à des subventions. Donc, merci à nos 2 paliers de gouvernement qui se cumulent. Ici, un bon site web pour vous retrouver parmi tout ça, parce que justement, il y a différentes sources. Donc, peut-être si Myriam, tu pouvais le partager dans le chat, là, ça serait parfait. Attention, les subventions sont de nature changeante. Des fois, il y a des programmes qui ont des dates de tombée. Des fois, pouf, ils vont arriver en plein milieu de l'année. Des fois, ils ont des dates où ils vont disparaître aussi. Ça peut être complexe de décortiquer comment on peut ou ne peut pas les cumuler. Il y a parfois des appels à projets dans des secteurs clés. Par exemple, le programme 4500 bornes qui vise les villes uniquement, qui vise les bornes sur rue niveau 2 uniquement. Donc, bref, il faut quand même se renseigner d'avance. C'est ça mon message. Prenez le temps de décortiquer ça. Je dirais 1 an d'avance pour voir venir les dates, comprendre un petit peu
quand céduler votre projet là, dans les prochaines années, là. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous présenter un calculateur qui n'a pas été développé par nous, qui a été développé par IVO, bien que ça ressemble à IVI, là, c'est pas la même entité. On a collaboré avec eux, par contre, on leur a fourni des calculs, des hypothèses, on a validé tout ça, donc c'est en collaboration avec nous. Je trouve que l'outil est très bien fait, là. En fait, c'est une aide à la décision pour prioriser quel véhicule électrifié dans votre parc. Donc, un outil d'aide à la décision, donc, qui fait ressortir une métrique qui est importante, c'est la tonne de dollars investis par rapport à la tonne de CO2 équivalent qu'on peut aller sauver. Donc, le site s'appelle mavilleélectrique.ca. C'est principalement conçu pour les villes, mais je pense que les parcs de véhicules peuvent y trouver leur compte aussi. Je vais vous faire une petite démo en direct. Je vais aller vite, là. On lance le calculateur. Je vais le réinitialiser. Tiens, on ajoute des véhicules. Supposons que dans ma flotte, moi, j'ai des véhicules électriques. J'ai des véhicules légers qui ne sont pas électriques. Je me demande justement si je devrais les électrifier et ils roulent 15 000 km par année chacun. J'ai aussi des pick-up, des camionnettes qui, elles, roulent 30 000 kilomètres chacun parce qu'elles font de la livraison, elles vont travailler sur des chantiers. J'ai aussi dans ma flotte des fourgonnettes. OK? C'est les trois réponses les plus populaires que vous m'avez données tantôt. 30 000 kilomètres par année, les fourgonnettes. Supposons que j'ai un budget, tiens, je vais dire, de 300 000. Qu'est-ce que je peux m'acheter avec ça? Ajoutons des véhicules légers. Là, il y a des hypothèses, là. Il y a un prix fixe pour un véhicule léger. Là, évidemment, c'est un aide à la décision au niveau. Je pourrais acheter 2 véhicules légers, je pourrais acheter 2 camionnettes. Tiens, allons-y, gâtons-nous. 4 véhicules légers, 2 pick-up. Hmm. Mais là, les gens, moi, qui opèrent les fourgonnettes dans ma flotte, ils vont me dire, ouais, non, non, nous aussi, on en veut, là. Fait que je voudrais comparer. On n'achètera pas de véhicules légers, on n'achètera pas de camionnettes cette année, mais peut-être qu'on achèterait 3 fourgonnettes. Là, c'est le même nombre de kilomètres, hein. C'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Ça fait 120 000 kilomètres au total. Les deux scénarios, 4 véhicules légers, 2 camionnettes ou encore 3 fourgonnettes. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui va coûter le plus cher? Qu'est-ce qui va rapporter le plus au niveau environnemental? Calculons. On ne fera pas de sondage pour ça prendrait un peu de temps, mais bref, c'est le scénario 2. On sauve plus de CO2 équivalent à électrifier 3 fourgonnettes dans ce cas-là précis que des véhicules légers et des pick-up. Et ça vous coûte moins cher d'électrifier. En fait, la tonne, le dollar par tonne réduite est plus avantageux. En négatif, c'est que ça coûte rien. En fait, ça rapporte 306 par tonne épargnée. Excellent. Donc, vous irez voir ça. Il y a plusieurs types de véhicules. On peut mettre la machinerie, on peut mettre toutes sortes de véhicules dans cet outil-là. Retour à ma présentation. Pour finir avec 3 petits conseils, ensuite on termine cette présentation. Donc, 3 conseils pour une transition réussie. Je vous dirais de ne pas viser le one size fits all. Cherchons plutôt le one size does not fit all. Aller catégoriser les véhicules, aller électrifier quelques véhicules en premier, même si ça ne fait pas pour les besoins de l'entièreté de la flotte. Si vous attendez qu'une solution marche pour tous vos besoins, vous allez arriver à une chose, l'immobilisme. Vous n'allez pas bouger tout de suite. Ne pas dimensionner selon les besoins extrêmes pour la même raison. Si vous prenez l'entièreté de ce qu'un véhicule doit faire dans les pires conditions pour toutes les catégories, même chose, vous ne trouverez pas de véhicule électrique qui répondent à tout. Vous devrez probablement attendre encore quelques années. Donc, ne pas dimensionner selon les besoins extrêmes, allez viser plus un 85-90% de ce que vos véhicules font sur une base annuelle. Gardez en tête que la transition va être progressive, donc osez commencer dès maintenant sans crainte de ne pas pouvoir tout accomplir. Vous comprenez, c'est mon message principal. Vous allez encore en avoir des véhicules à essence diesel dans vos flottes pendant plusieurs années. N'ayez pas peur de vous mouiller avec un projet pilote. Faites-vous la main avec ces nouvelles technologies-là. Profitez des subventions qu'il y a actuellement. Parenthèse, là, il y a beaucoup de villes dans l'audience. Les bornes de recharge présentement peuvent être subventionnées jusqu'à 100% pour les municipalités, pour les OBNL, pour les entreprises autochtones. C'est inouï. Donc, profitez-en pendant que c'est là. Je termine en remerciant encore une fois Roulon Électrique, la campagne roulonélectrique.ca. Vous pouvez aller visiter ça pour les outils que je vous ai présentés, réalisés en collaboration avec nous-mêmes, l'Institut du véhicule innovant. Si vous voulez me contacter, Charles Trudel, ivilsolution.ca ou encore le développement des affaires de l'Institut du véhicule innovant pour tout ce qui est R&D, véhicules électriques ou projet pilote de véhicules électriques dans vos parcs de véhicules. Donc, ce fut un plaisir. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant et puis je vais rester disponible pour des questions tout de suite. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Charles pour sa présentation sur l'électrification.